Je suis à Bobo. Je suis à la cité Concorde, laquelle cité vit un drame géologique. Il y a eu une forte pluie dans ce quartier, qui à l'époque était dans une quiétude avérée, affichée, reconnue. Malheureusement. Vous voyez donc ces visages tristes de ces enfants. Ils n'ont pas eu l'occasion de célébrer la Noël parce qu'il y a danger partout. Il est impossible de mettre un pied quelque part sans que son sommeil ne soit troublé. Ces populations n'en peuvent plus. Elles vont crier leur détresse parce que nous avons décidé d'échanger avec elles. Et nous leur avons dit que notre micro sera ouvert. Exprimez-vous sans filtre. De sorte que chaque Ivoirien qui regardera cette émission puisse se sentir concerné par le drame que vous vivez. Avons-nous des solutions? Je ne saurais vous le dire. Mais exposer le problème tel que les populations le vivent, eh bien, sans prétention aucune, mais nous avons donc pour devoir de le faire. Et c'est ce que nous conseille d'ailleurs la direction des programmes de Live TV. Mesdames et messieurs, si je suis donc ici à Bobo, c'est qu'il y a problème. Bonsoir. C'est un combat perdu d'avance. Un bras de fer entre ce gros ravin et 2000 foyers. À la cité Concorde, dans la commune d'Abobo, des milliers d'Ivoiriens vivent au bord du précipice. Chaque jour, le ravin grignote un peu plus de terrain, menaçant de tout engloutir. Les familles qui ont acquis leur maison dans cette zone à l'apparence tranquille doivent aujourd'hui faire face à l'inexorable avancée des eaux de ruissellement et des pluies diluviennes. La terre se dérobe sous leurs pieds, emportant peu à peu les fondations de leurs habitations. Ces citoyens qui avaient rêvé d'un toit stable voient désormais leur avenir s'effondrer entre insécurité, peur et espoir déçu. Les autorités peinent à trouver une solution durable et chaque mois, les habitants de la cité Concorde redoutent un peu plus le moment où leur maison, leur vie basculeront définitivement dans le ravin. Rachel, comme tant d'autres, avait cru en la promesse d'un avenir meilleur. Elle avait profité de la promotion Un Ivoirien, une maison, lancée par l'ANA, anciennement la SICOJ, qui avait permis à des milliers de familles de réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Au début, tout semblait parfait. Mais très vite, un détail a attiré son attention. Un trou inquiétant apparut près de sa maison. Elle ne savait pas que ce petit fossé allait devenir son pire cauchemar. On est à la SICOJ, les maisons de Anna. SICOJ est devenue Anna. J'ai ma maison ici. Quand on venait prendre les maisons, on ne savait pas qu'il y avait un ravin derrière. Et quand on est venu, on a constaté. Ils ont dit que non, qu'il n'y a pas de souci, ça ne va pas, ils vont venir arranger. Il y avait déjà la qui était déjà venue pour filmer tout et tout, qu'ils allaient venir prendre les trucs. Ils sont venus plusieurs fois, rien. Juste à ce que les grandes pluies là arrivent et on nous dit de sortir de nos maisons. On leur a posé la question, mais on va où? Ils ont dit de sortir. Pour notre sécurité, on est sorti. 4 mois est passé, rien. Et donc, ils ne nous disent rien, rien. On ne sait rien. On est là comme ça. On ne sait pas s'ils vont faire, ils ne vont pas faire, on ne sait pas. Ça commençait comment ce trou? C'était juste petit, mais vous voyez, ils ont fait le pont, mais ils n'ont pas, c'est pas long, c'est pas allongé. C'est juste arrêté là. Oh, donc tout l'eau qui quitte partout là, ça vient ici. Et quand ça vient, vous voyez ce que ça fait. Sinon ici là, moi j'avais mon champ, hein. La dame ici, elle avait son champ, tout et tout. Il y avait même une douche là. Tout ça c'est parti. Tout ça c'est parti. Et donc ils disent ils vont venir faire. On attend, depuis ils ne viennent pas. On ne sait pas s'ils vont venir ou ils ne vont pas venir, on ne sait pas. Et on veut revenir dans nos maisons, on ne sait pas, on est coincé. Dès son aménagement, un trou étrange au pied de sa maison l'inquiétait. Chaque jour, elle observait ce creux qui semblait se creuser davantage, comme si la terre refusait de supporter les fondations de sa maison. Chaque pluie, chaque ruissellement accentuait l'ampleur du phénomène. Avec le temps, la terre sous sa maison se dérobait lentement, et le doute s'installait. La peur grandissait chaque jour dans son cœur, mais elle n'avait d'autre choix que de vivre avec cette angoisse constante, ne sachant pas vers qui se tourner pour résoudre ce problème, de plus en plus pressant. Non, ils nous avaient dit de sortir, donc on est sorti. Je suis parti, mais la pluie a cessé. Ils avaient dit que c'est parce que c'est
ou bien je ne sais pas quoi, qu'ils nous avaient dit de partir. Mais on est parti depuis là, 700 000 là, c'est fini. Maison, on avait 150 000. Là, tout est fini. Donc là, moi, je suis revenu. Vous voyez, tout est devenu dépotoir. On n'est pas là, on n'est pas dans nos maisons là. Les gens prennent ça ici pour faire comme si on ne va plus revenir, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Quand on se renseigne, on dit qu'on va faire, on va faire. Les fonds ont été décaissés, tout et tout, mais on est en Afrique. Fonds décaissés là, si ce n'est pas venu faire ici, là, ça peut aller ailleurs. Donc, je ne sais pas. Mais là, regardez ce monsieur. Regardez comment c'est. Donc, on a peur. S'il y a pluie, on a peur. C'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir? Bon, on nous rassure, oui, on va venir parce que ça ne nous arrange pas aussi que les maisons tombent. Mais, ça dure, ça fait 6 mois. Par exemple, moi, j'ai demandé, mais quand vous dites que, par exemple, qu'on amène un malade à l'hôpital, quand on dit c'est urgent, c'est différent de tresser quelqu'un qui a marché pour aller à l'hôpital. En fait, on nous a fait sortir parce que c'était urgent. Et depuis, ça traîne 6 mois. Ce n'est pas urgent maintenant, si on veut voir. On a peur de prendre une maison seule, prendre ton terrain, construire, puis après, ils vont venir casser. On va encore dans une société bien structurée, et puis c'est comme ça. Donc, franchement. En juin 2024, les autorités de l'ANA ont finalement constaté la situation. Après leur passage, Rachel, comme tant d'autres, a été indemnisée à hauteur de 700 000 francs CFA. Une somme destinée à couvrir 4 mois de loyer pour quitter les lieux. Un délai, espérait-elle, suffisant pour régler le problème. Mais à son retour, après ces 4 mois, le paysage avait dramatiquement changé. Vous avez été obligé de revenir. Ah, on est obligé de revenir puisque depuis on ne voit rien et il ne pleut plus. Donc moi je me dis que ma vie là, c'est moi-même je gère ça. Ah, puisqu'il ne pleut plus, depuis si au moins s'ils avaient commencé les travaux, ça encourage. Mais non, rien commencé, rien. Ah, donc je suis revenu il n'y a pas longtemps, je suis là. Vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur parce qu'il ne pleut pas. C'est quand la pluie, je vois le temps est bizarre que ça fait peur. Mais quand il ne pleut pas, je n'ai pas peur. Quand il ne pleut pas, je n'ai pas peur. Mais quand le temps est bizarre, ça fait peur. Est-ce que vous avez entrepris des démarches vers... Bien sûr, on est parti à Anna plusieurs fois. On est parti à Anna. Ils ont dit qu'ils vont commencer les travaux, qu'eux-mêmes, ça ne les arrange pas, qu'ils construisent et puis les maisons tombent. Ça ne les arrange pas, ça gâte leur nom, leur truc, tout ça. Donc, ils vont reprendre, de ne pas s'inquiéter qu'ils vont reprendre. Ils vont faire les travaux. Je suis revenu. Parce que là, il ne pleut pas. J'attends. Je les attends. Qu'est-ce que vous espérez? Oui, j'espère qu'ils vont venir faire. Parce que de la manière, ça ne les arrange pas, ça ne nous arrange pas non plus. Est-ce qu'ils peuvent rembourser l'argent de 8 personnes à raison de 16 millions d'abord? 8 personnes. Est-ce que c'est 16 millions pour dire juste 16 millions? Puis on a commencé, c'était 16 millions et quelques. Est-ce qu'ils peuvent rembourser pour chacun? Puisqu'il y a des gens, ils ont fini, il y a des gens, moi, je n'ai pas fini. Mais il y a des gens, ils ont fini de payer les maisons. Est-ce qu'ils peuvent rembourser si tout tombe? Donc, je pense que ça ne les arrange pas. Donc, je suppose qu'ils vont venir faire les travaux. Le trou s'était transformé en un ravin béant, de plus en plus menaçant. Rachel, obligée de revenir faute de solution alternative, a vu son rêve de devenir propriétaire se muer en un cauchemar. Le risque est devenu imminent, mais Rachel n'avait pas le choix. Son fils et elle ont dû revenir reprendre possession de leur maison, malgré la menace grandissante de l'effondrement. Aujourd'hui, chaque nuit, elle vit dans la peur que sa maison ne soit engloutie par ce ravin qui avance. Partout autour d'elle, dans la cité Concorde, les habitants résistent chacun à sa manière contre l'avancée du ravin. Comme une menace silencieuse, ils dévorent petit à petit leurs terres, déstabilisant les fondations de leur vie. En seulement 2 ans, ce phénomène implacable a englouti plusieurs mètres de terrain, dérobant à ces familles des parcelles de sécurité et d'espoir. Pourquoi ceux qui subissent cette menace incessante sont-ils tristement abandonnés à leur sort? La question reste en suspens, sans réponse satisfaisante. Alors que les promesses d'aide s'évanouissent dans le vent, les victimes de cette tragédie silencieuse se sentent démunies, comme des témoins impuissants d'un destin qui leur échappe. Le 19 juin 2024, un jour gravé en rouge dans la mémoire de Monsieur Kimou, fonctionnaire à la retraite et sa famille. Ce jour-là,
Une annonce accrochée au mur de chez eux leur ordonnait l'évacuation immédiate. Après des années de sacrifices, M. Kimo avait fini de payer sa maison, une somme de plus de 17 millions de francs CFA, sans compter les frais liés à la modification du plan initial, pour répondre à ses besoins. Il s'était enfin installé dans ce qui devait être son havre de paix pour profiter de sa retraite. Mais l'arrivée du ravin a tout bouleversé. Voilà, c'est à cette date-là que la CICOJ ou bien le ministère de la Construction est venu nous demander de partir. Du fait que nous sommes impactés et que c'était dangereux pour nous et pour notre famille. Voilà. Voilà. Et depuis cette date, moi, je suis parti des lieux. Depuis cette date-là, je suis parti des lieux. Donc, ça fait 7 mois que je suis hors de mon logement. Hein? Vous louez un endroit? Voilà, je loue une maison au niveau de la cité à raison de 200 000 francs par mois, alors que je suis à la retraite. Vous voyez que ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, si notre partenaire, qui est la CICOJ ou bien l'ANA, peut faire mains et pieds prendre les dispositions utiles afin de réhabiliter la maison, afin que nous réhabilitons le plus tôt possible nos logements. Monsieur Kimou, comme de nombreux habitants, est l'un des riverains les plus durement impactés par l'avancée rapide du ravin. Conscient du danger, il a décidé de ne pas revenir occuper la maison tant que l'ANA n'avait pas pris de mesures concrètes pour protéger les habitants. Il refuse d'exposer sa famille à un risque imminent. Une conviction fermement ancrée dans son esprit. Mais le temps passe et la situation ne fait qu'empirer. On est derrière chez vous. On est derrière chez moi. Derrière, hein, les dernières grandes pluies de cette année, depuis mai, voilà, l'arrière-cour a été impacté, très impacté. Donc, la CICOJ nous a demandé de partir. Voilà, compte tenu de la dangerosité, la CICOJ nous a demandé de partir. Voilà, la preuve, vous voyez le grand trou qui est là, il ne faut pas y vivre, il ne faut pas vivre à côté. Et nous sommes partis depuis, ça fait 7 mois que je suis en dehors de mon... Je me reprends encore, que je suis en dehors de mon logement. Voilà. Aujourd'hui, le trou qui menaçait sa maison a plus de 10 mètres de profondeur. Le sol se dérobe lentement et les fondations sont en péril. Le ravin ne cesse de se creuser, avalant tout sur son passage. Tous les habitants craignent que d'ici peu, la cité tout entière disparaisse dans les profondeurs de cette catastrophe géologique. Ce quartier, créé pour lutter contre le désordre de l'urbanisation à Bobo, voit aujourd'hui son rêve de stabilité s'effondrer dans la poussière. La cité Concorde, qui autrefois incarnait une promesse de modernité, est désormais en train de perdre sa notoriété, son prestige et plus tragiquement sa sécurité. Voilà, c'est l'arrière-cour qui donne accès au gros trou. Dès que vous ouvrez, vous faites face au gros trou. Vraiment, c'est tellement dangereux que vraiment, on ne pouvait pas vivre ici. Donc, nous avons évacué dans l'optique que la CICOJ intervienne le plus tôt pour que nous réintégrons le logement. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc, nous invitons notre partenaire, encore une fois, qui est l'ANA, afin qu'elle prenne les dispositions utiles afin de nous réhabiliter notre logement, pour que nous puissions le réintégrer le plus tôt possible. Ce qui devait être un modèle d'urbanisation devient, sous les yeux impuissants de ses habitants, un témoignage des failles du système. Le ravin, tel un spectre, plane sur le futur de la cité et de ses résidents. L'avenir de M. Kimo et tant d'autres reste incertain. Une situation qui dénonce l'abandon d'un projet conçu pour offrir des solutions, mais qui face à la réalité semble avoir échoué. Et la maison au départ c'était à 17 millions, mais il y a eu... Nous sommes à 22 millions, entre 22 millions et 25 millions, sans compter ce que j'ai mis dedans pour réhabiliter. Ça c'est le prix initial, ça. Mais avec la réhabilitation, ce que j'ai mis en haut là-bas comme réhabilitation, Vous avez modifié un peu, voilà, donc ça me revient entre 35 millions, 45 millions. Comment on a pu arriver à cette situation?
si le trou, au début, il n'était Bon. pas aussi important. Non, il n'était pas. Quand on arrivait, moi je suis arrivé ici en 2020. Hein, en 2020, le trou n'était pas du tout important. Il y avait de l'espace derrière. C'est ce qui nous a confortés, parce que la cyclogie nous a rassurés et que le site était habitable. Hein, et nous avons essayé. Donc, c'est arrivé du fait que la canalisation n'était pas trop avancée. Hein, c'est suspendu là et les eaux de ruissellement ont rodé le petit espace de terre qui est là et qui a causé ce désastre-là. Vous pensez que c'est l'exutoire du réseau d'assainissement qui a causé ce problème-là? Oui, bien sûr, mais vous voyez, hein, avec les grandes pluies qui se sont passées en mai et puis en juin, là, voilà, c'est ce qui a causé tout ce désastre-là. Face à l'aggravation de la situation, l'ANA va briser le silence. Dans une déclaration diffusée sur les médias publics, le directeur des programmes et de la rénovation urbaine va d'abord rassurer, puis promettre de prendre en main la situation. Nous demandons aux populations de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter. Nous avons saisi cette affaire, nous avons saisi les autorités et des mesures idoines seront prises très très bientôt. Dès que le climat le permettra, des corrections seront faites. Mais depuis cette sortie du directeur des programmes et de la rénovation urbaine jusqu'à ce jour, les riverains sont toujours dans l'attente des mesures de correction idoines sur leur site. Et pendant ce temps, le ravin continue son périple, menaçant de plus en plus les foyers. Du côté des riverains, la colère gronde et chaque jour, elle s'intensifie. La colère gronde parmi les habitants de la cité Concorde. Et chaque jour, elle se fait de plus en plus vive. Patricia, Massanjé et d'autres riverains se rendent fréquemment sur les lieux pour observer avec angoisse l'évolution du ravin. Le spectacle est toujours le même. La terre qui se dérobe, le gouffre qui s'élargit et le sentiment d'être abandonné à leur sort. Dans l'air flotte une tension palpable, une frustration collective née de l'indifférence qui semble régner autour de leur calvaire. Les habitants impuissants n'ont de cesse de lancer des plaidoyers dans l'espoir d'être entendus, mais chaque appel semble se perdre dans un vide bureaucratique. Quand on venait, le trou était tout petit. Mais au fil du temps, quand il pleut, le trou, ça s'aggravait. Et que nous, on avait peur quand nos petits-enfants venaient nous rendre visite. On avait fait cette remarque-là. Et vraiment, je pense que ça n'a pas abouti à quelque chose. Au fil du temps, voilà ce que vous voyez. Vous n'avez pas été entendu. On n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. On a vu sur les réseaux que les agents de l'ANA sont venus faire. Chaque fois, on n'était pas là. Il dit qu'il fait des... Bon, nous, on n'était pas là. Moi, j'étais allée en vacances. On était en déplacement, en fait. On n'était pas là. C'est elle qui c'est Rachel qui était là. Mon mari était là et elle, la voisine était là. Donc, chaque fois, on avait les échos. Les échos. Parce qu'on avait peur. Parce que... Quand nous sommes arrivés, vraiment, c'est... Il y a quelques mois, une lueur d'espoir est apparue lorsque des parlementaires accompagnés de représentants de la Banque mondiale et du FMI ont effectué une visite sur le terrain pour constater la gravité de la situation. La délégation, très attentive, a pris conscience de l'ampleur du problème. Mais les riverains ne peuvent s'empêcher de se demander si cette prise de conscience se traduira par des actions concrètes. Ils sont venus, ont vu. Mais est-ce que cela changera quelque chose pour eux? La question reste en suspens. C'était la désolation, on avait peur même. Parce que moi, c'est la deuxième fois que j'arrive là-bas. Depuis que je suis revenue des congés. J'avais peur même d'arriver là. Les voitures ne passent plus. Je suis allée une seule fois. J'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas possible. Et vous continuez de vivre ici ou vous êtes parti? On était partis. Parce qu'ils nous avaient dit que de partir pendant 4 mois. Ils nous donnaient 4 mois et qu'ils allaient faire. Nous sommes partis. Les pluies, ça s'est passé. En ce moment-là, il pleuvait fort. Ils nous ont dit pour notre sécurité de quitter les maisons. Nous avons quitté les maisons. 4 mois sont passés, les pluies ont cessé jusqu'à présent. Nous sommes obligés d'intégrer nos maisons. Parce qu'on vit de quoi? Malgré le risque? Malgré le risque. Parce que, écoutez, nous sommes en Afrique. Nous ne travaillons plus. La réhabilitation de la zone a été inscrite,
dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine, en abrégé PARU, qui prévoit un investissement de 158 millions de francs CFA. Un montant impressionnant, mais la population reste sceptique. Les habitants de la cité Concorde exigent des actions immédiates et visibles, car le ravin ne cesse de progresser, emportant tout sur son passage. Chaque jour qui passe les rapproche un peu plus du point de non-retour. Salut famille, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors partagez le live parce que c'est important. Voilà, pour votre serviteur, comme vous le savez, aujourd'hui je vous ai toujours parlé de notre trou du ravin qui nous menace. Vraiment aujourd'hui c'est en train ce ravin est en train de menacer mon entreprise. Voilà, ce qui me donne à manger. Chaque matin, il s'empare de ses plateformes sociales, Facebook et TikTok, pour dénoncer l'indifférence des autorités. En direct, il critique ouvertement le manque de réaction face à l'urgence, tout en appelant à la mobilisation des riverains. Moussa utilise sa visibilité pour sensibiliser un maximum de personnes, espérant que la pression publique puisse accélérer la prise en charge du problème. On a besoin de votre aide. Notre vie sont menacées. Nos biens sont menacés. Nos activités sont menacées. Famille, allez, ciao. Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Oui, la situation, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout que souvent quand je sors et puis voir des enfants qui viennent s'arrêter, ils veulent forcément voir ce qui est dans le ravin. Vraiment, c'est critique, c'est aberrant souvent. J'ai peur. Je ne veux pas que quelque chose reste sur ma conscience toute ma vie. Imaginez un enfant qui tombe dans ce ravin et tu assistes à ça, vulnérablement. Vous voyez ce que ça peut faire sur ma vie demain. Donc de jour en jour, j'ai peur. J'ai peur, surtout quand tu es assis et puis tu attends le bruit du ravin en train de descendre. Mais tu vas penser que c'est un tremblement de terre. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, il y a des sommeils qui sont troublés. Il y a même une nuit où il pleuvait. Le ravin descendait. Tout le monde a commencé à prier. Tout le monde a arrêté de dormir. Parce que le bruit que ça faisait là, c'était trop énorme. La situation du ravin à la cité Concorde a également eu un impact économique dévastateur, particulièrement pour les petits entrepreneurs locaux comme Moussa. Ce jeune homme, dynamique et engagé, avait son activité mise en péril par la menace grandissante du ravin. À la tête de sa petite société de distribution de gaz, Moussa a toujours été un pilier de la communauté locale. Mais aujourd'hui, il se trouve face à une situation de plus en plus précaire. Ouais, je vais dire, mais mettez-vous à ma place. Ce qui vous donne à manger et que vous voyez que c'est menacé par un ravin. Vous-même, vous voyez tout à l'heure, les gros camions vont passer comment pour venir livrer le gaz. Or pourtant, quand il n'y a pas de gaz, la cité est tellement grande. Vous n'allez pas dire que les parents vont soulever les bouteilles de gaz sur la tête pour aller jusqu'à derrière la cité pour aller charger les bouteilles de gaz et revenir. C'est difficile. C'est pas facile. Et ma position, ça m'arrange et ça arrange aussi les riverains. Voilà, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Et c'est pas une bonne nouvelle non plus aussi pour les riverains. Le trou est en train d'avancer au fur et à mesure. De jour en jour. De jour en jour. De jour en jour. Et moi, ce qui me fatigue beaucoup, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Parce que j'ai l'impression que les grandes personnes ont peur de s'approcher, mais les enfants non. Vous savez que les enfants sont très curieux. Son entreprise, qui défend largement les habitants de la cité, subit de plein fouet les conséquences de l'effondrement des maisons. À mesure que les familles quittent les zones, les clients se font de plus en plus rares. Moussa voit son chiffre d'affaires chuter chaque mois. Avec des maisons qui se vident, il craint que son activité ne disparaisse à son tour,
tout comme les habitants qui étaient ses principaux clients. Ce n'est pas seulement son entreprise qu'il défend, mais toute une économie locale qui repose sur ces petites entreprises qui nourrissent la vie de la cité. Lorsque je suis arrivé là, j'ai pris le magasin, voilà. Là où il y a le ravin, c'était que des bananiers, ça faisait peur. Et souvent, il y a des gens qui enlevaient les enfants, les envoyaient vers le ravin. On a même poursuivi un gars ici pour ça, où on a récupéré une petite fille. Et la fille nous dit qu'elle venait de la pompe, que le gars l'a transportée de là-bas jusqu'ici. Donc, on a eu peur. Il ne faudrait pas que ce coin reste comme cela. On a pris un tracteur pour venir nettoyer le coin. Donc, quand on a fini de nettoyer, c'est une chose qu'on ne devait pas faire. On avait cru bien faire, mais c'est à la suite de ça que la première pluie qui a suivi, le ravin a commencé à descendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on a multiplié des vidéos, appelé l'ANA. Et ils viennent avec les drones pour venir voir l'état. Bon, vous voyez un peu. Voici un peu ce qui est arrivé. Voilà, on a voulu sauver des vies en nettoyant le coin, en rendant un peu le coin un peu truc. Voilà, mais voici ce que ça nous a coûté. La crainte est palpable pour Moussa et ses collègues entrepreneurs. L'incertitude plane sur leur avenir. Et la question de la survie de leur commerce reste sans réponse. Chaque journée est un combat pour maintenir leur activité à flot, tout en espérant qu'une solution soit rapidement mise en place avant que la situation ne devienne irrémédiable. Comme beaucoup d'autres, Moussa rêve d'un avenir plus stable pour lui et ses enfants. Mais pour cela, il faut que l'indifférence cesse et que des actions concrètes suivent, enfin, les promesses des autorités. Le décor étant planté, parlons-nous sans filtre. Vous voyez ici, c'est notre plateau de fortune. Vous êtes donc à l'émission, il y a problème. Mes invités cachent un peu le triste décor. Mais vous avez dû le constater donc dans le reportage qui vous a été proposé. C'est pourquoi je vais donc m'atteler à faire au mieux et laisser parler donc ces populations pour dire exactement quels sont les problèmes auxquels elles font face. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Fofana Moïse. Monsieur Fofana Moïse. Oui. À côté de vous, nous avons madame Madame Assemia Aïssa Yvonne. Madame Assemia Aïssa Yvonne. Je souhaite la bienvenue à vous deux sur ce plateau, mais je dis aussi merci donc à toutes ces braves femmes et à ces messieurs qui ont bien voulu participer donc à ce débat. La vocation première de ce débat, c'est de dire exactement ce dont vous souffrez. Parce que quand on va à l'hôpital, quand le médecin nous demande, on souffre de quoi? On dit au médecin qu'on a le palu, on a le corps qui chauffe. Mais c'est sur cette base de ce qu'on lui dit là qu'il demande à ce qu'on puisse faire des examens pour savoir si ce que vous dites est sur la même longueur d'onde que ce dont vous souffrez. Vous vivez cette situation depuis combien de temps? Disons la situation, on va dire depuis 3 ans. 3 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans. Alors pourquoi on en arrive à 3 ans? Un matin vous êtes levé, vous avez vu ce trou là? Ah, non. L'espace au fait était touffu, voilà, et puis dangereux. Quand on a constaté ça, on a décidé de nettoyer. Voilà, et c'est après le nettoyage, la première pluie qui a suivi, on avait cru bien faire, mais c'est là que ça a commencé. Alors le premier constat, mais ce n'était pas avec cette ampleur. Non, ça venait un peu. Quand ça venait un peu, maman, vous avez fait quoi comme démarche? Quand vous avez constaté que ça venait un peu, est-ce que le quartier s'est réuni, vous êtes parlé, vous avez dit attention, il y a un danger qui nous guette? Non, on n'a pas fait cela. Vous avez On fait a quoi? commencé les démarches quand on a vu que le trou s'est agrandi. Non, avant que ça ne s'agrandisse, quand vous avez constaté qu'il y a quelque chose,
Parce que vous avez nettoyé, parce que l'endroit était touffu. Maintenant que la pluie arrive et que la pluie sévit, il y a problème. Donc quand vous le constatez là, vous faites quoi comme démarche? Est-ce que vous réunissez pour dire, bon attention, il y a danger parce qu'il y a quand même les enfants? Oui, on l'a fait. Ok. On en a parlé de maison à maison. Chacun venait voir ce qui se passe. On s'était concerté. Et tout doucement? Tout doucement, ça a avancé. Au fur et à mesure, ça a avancé. Jusqu'à ce que ça soit vraiment effrayant. C'est là que nous avons fait une délégation pour partir à la CICOJ, à l'ANA. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et l'ANA est venu constater et il a fait déménager les gens. Il a demandé aux maisons qui étaient plus proches du trou de quitter. Qu'ils vont trouver une solution. Ça a été fait et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé depuis juin. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui n'a été faite. Il n'y a pas de proposition, on ne nous a pas appelé pour dire qu'on va entamer telle chose. Et c'est pour cela que nous revenons de nouveau. Il est important de rappeler que c'est cette forte pluie qui a donc provoqué ce ravin. Et vous avez entrepris des démarches auprès donc de l'ex-CICOJ qui est devenu ANA pour qu'une solution soit trouvée. Une volonté a été affichée de déloger d'abord ceux qui étaient en situation difficile. Et malheureusement, jusqu'à ce jour-là, tout le monde se retrouve impuissant. Et vous, et même les autorités, pour y faire face. Nous, on n'a pas la baguette magique. On veut juste que les Ivoiriens qui nous regardent, que ce dont nous parlons là, engagent des vies. Nous sommes en pleine période de fête. Vous imaginez qu'on est heureux de voir 2025. Donc on peut faire de cet endroit-là un semblant de petit machi pour jouer, pour rigoler, on peut pousser loin la boisson. Et à un moment donné, on ne se contrôle plus. Un faux pas et le drame est arrivé. Le dire là, ce n'est pas porter un doigt accusateur sur quelqu'un. Il faut absolument que tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, que chacun puisse s'impliquer. Qu'une solution soit trouvée avant que le drame n'arrive. C'est pour ça que je voudrais connaître tout le calvaire que vous vivez chaque jour. Comment vous faites jusqu'à ce jour pour ne pas qu'il y ait eu, pour qu'on on soit là en train d'interpeller les gens. Est-ce qu'il y a déjà eu une situation difficile que vous avez eu du mal à supporter? Est-ce qu'un drame est une fois arrivé? Est-ce qu'un enfant... Je veux savoir tout. Il n'y a pas eu de drame. Pour le moment, il n'y a pas eu de drame. Okay, mais nous surveillons. Vous surveillez comment? Constamment. Constamment dans les Vous surveillez comment? Je ne vois pas de barrière, je ne vois rien. Vous surveillez comment? Non, on avait mis des barrières. Il n'y a pas eu de barrière. Ils ont mis un fil rouge pour signaler le danger. C'est tout ce qui a été fait. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu à faire. C'est ce que la CICOJ est venue poser, un fil pour signaler qu'il y a un danger. Sinon, il n'y a pas... Les enfants même qui ont joué ont coupé ce fil. Sinon, il n'y a pas une barrière qui a été faite. Mais c'est individuellement que nous veillons sur ça. Surtout celui-là, il est tout près d'ici, là. Il a les yeux ici tous les jours. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous habitez non loin d'ici? Ouais, moi, j'ai mon dépôt de gaz là. Voilà, j'ai vu la situation au jour, chaque minute, chaque seconde. Oui, mais comment vous arrivez à surveiller pendant que vous faites votre petit commerce? C'est pas facile. Oui, ok, d'accord. Mais j'essaie de consacrer un peu de temps pour le faire. Parce que quand les enfants quittent à l'école, ils veulent forcément voir ce qui se passe, ce qui se trouve dans le ravin. Il y a d'autres même qui se couchent pour regarder. Toute la journée, je vais me mettre là à crier. Quittez là-bas, c'est dangereux. Quittez là-bas, c'est dangereux. Et pendant ce temps, quand il y a des mamans même qui passent, elles s'éloignent même du trou. Mais les enfants, ce n'est pas le cas. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. J'ai peur pour les enfants, en fait. Ma petite chérie, tu peux venir? Viens. Oui, passe là, Viens. Viens. Mets-toi, ouais, ça va, comment tu t'appelles? Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, tu as bien fêté Noël? Oui. On t'a donné des cadeaux? Oui. Tu travailles bien à l'école? Oui. Tu es déjà venu ici où il y a le trou là? Non, je n'ai pas l'habitude. Mais tu sais que tes amis comme toi viennent là? Oui. Tu leur dis quoi? Je leur dis de faire attention car le trou est dangereux. J'aurais tant voulu que d'autres enfants comme elle prennent conscience du danger. Mais malheureusement, nos enfants, quand on leur dit que c'est interdit de faire ça là, les enfants
veut comprendre. Donc je veux dire que, rappelez-moi votre nom. Fofana Moïse. Fofana seul ne peut pas faire deux choses à la fois. Une petite inattention et puis le danger est vite arrivé. Et j'aurais souhaité que tous ces enfants qui nous regardent fassent comme ma petite chérie. Tu es en quelle classe? CM1. CM1. Je te souhaite de bonnes études. Fais attention, continue d'être comme tu es. Quand tu peux parler à tes amis. Pour l'instant, on n'a que la sensibilisation. On n'a rien d'autre. En attendant que de lendemain meilleurs réapparaissent donc dans votre quotidien. Vas-y, va t'asseoir chez maman. Monsieur Fofana. Vous savez, il arrive parfois de faire face à certaines situations qui vous stressent à tel enseigne que vous ne savez même pas comment mener le débat. Parce que Spencer Ilanga, qui est venu sur ce sujet, m'a parlé avec un tel sérieux de ce trou, mais je n'imaginais pas ça. Quand je suis arrivé là, il y a eu une peur qui m'a envahi. Je me dis, mais si je fais un faux pas, que je tombe là-dessus. Donc, chacun qui regarde cette émission, que ce soit les cadreurs, que ce soit le téléspectateur, nous devons être concernés. Parce qu'on est 30 millions et vous faites partie de ces 30 millions d'Ivoiriens. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et je veux que les solutions, là, les pistes de solutions, partent de vous parce que c'est vous qui les vivez. Je veux revenir sur vous, vous qui êtes sur le plateau, mais je veux que l'équipe me permette de pouvoir quand même avoir l'avis de certaines personnes. Maman, tu voulais dire quelque chose? C'est tout, même si il a toujours. Même moi, je suis à côté là. Donc, si je vois les enfants, je les sache aussi. Parce que les enfants, tous les mêmes, ils sont les mêmes choses. Donc, des trous là, ça nous concerne aussi ici, là. Ça nous fatigue. S'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer et qui ne dit pas, vous le dites. Oui. Je suis Madame Goura, j'habite de l'autre côté là. Vraiment, le trou nous fait peur. Même quand nos petits-enfants viennent, vraiment, on ne laisse même pas les enfants sortir de l'autre côté. Parce qu'il suffit un petit moment d'inattention et le drame peut être là. Vraiment, nous vivons dans la peur. Nous vivons dans la peur. Et surtout, quand le tonnerre gronde, alors là, nous avons peur. Parce qu'on ne sait pas, la pluie va venir, quel ravage ça va faire encore. Donc nous vivons ici, dans la cité, ici, nous vivons dans la peur. Oui, vous voulez intervenir? Alors, madame, moi, la première fois que vous avez découvert donc, ce ravin, quelle a été votre réaction? On a eu vraiment peur. Actuellement, nous sommes troublés. On a le sommeil vraiment troublé. On n'arrive pas à dormir. Quand la pluie, quand on voit le ciel s'assombrir, on est vraiment dans la peur. Donc vraiment, on cherche des gens vraiment, de bonne volonté pour nous aider. Pour nous aider, on demande pardon. Ils n'ont qu'à avoir pitié, ils n'ont qu'à nous aider. Parce qu'on a vraiment le sommeil troublé. Ça fait mal d'entendre ça. Oui, vous voulez dire quelque chose, madame? Moi, je voulais dire, au moment des fortes pluies où vraiment le ravin s'avançait, il y a eu un balai de personnalités ici. Et on n'a pas imaginé qu'on allait arriver à ce stade-là. Les gens viennent, on a de l'espoir. Et puis bon, on est encore là. Les vies sont menacées, les maisons sont menacées. Vraiment, j'appelle l'État au secours. J'appelle les organismes au secours. J'appelle toute la population de la Côte d'Ivoire au secours. Venez nous aider. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Quand vous voyez le ravin là, vraiment nous sommes en danger. Nous sommes beaucoup menacés. Venez nous aider. Nous vous supplions. Venez nous aider. Cher peuple de Côte d'Ivoire, venez aider vos frères. Nous avons décidé de faire cette émission, surtout ce reportage-là sur ce qui se passe à Bobo, parce qu'il n'y a pas qu'à Bobo. Des situations similaires existent dans toute la Côte d'Ivoire. Et si on peut partir de ce cas-là pour chercher quelques pistes de solutions, faisons-le. Ayons le courage de faire face donc à cette défi. D'abord, il faut l'accepter et l'affronter avec abnégation, avec la dernière énergie. Elle a parlé de balai de personnalité. Oui, c'est récurrent. Ce sont des choses qu'on voit souvent. Chaque fois qu'il y a un malheur qui guette un quartier ou une commune, on vient pour dire « Ah, et le courage ». Mais le courage seul ne suffit pas. Il faut passer à l'acte. Joindre l'acte à la parole
est la dernière solution. C'est pourquoi ce cri de cœur lancé par cette dame, je voudrais donc l'amplifier pour m'adresser donc à ces personnalités dont on a parlé tantôt. Nous nous sentons concernés. Dans ce quartier où nous sommes, là, on a peut-être une des cousines, on a peut-être une sœur, on a peut-être un parent, on a peut-être une belle-mère. Qui sait? Allons-nous entendre qu'un drame arrive avant d'avoir que nos yeux pour pleurer? Nous sommes tellement humains en Côte d'Ivoire que je ne crois pas. Nous sommes qu'au milieu de cet entretien que nous avons avec eux. Ils vont parler, on va les écouter, mais chaque fois, votre âme serviteur interviendra. Monsieur Fofana, parlez avec votre cœur. Dites-nous exactement ce que vous souhaitez. Que l'État nous vienne en aide. C'est tout ce qu'on peut demander. Vous imaginez un peu des gens qui vont travailler pendant des décennies. Ils vont cotiser quelque chose à côté. Et l'argent qu'ils ont mis à côté, et c'est cet argent-là qui va les conduire à la mort. Ces personnes aujourd'hui, je vais dire, sont à la retraite. Non pas devant ni derrière. Nous avons besoin d'aide. On interpelle ici notre mère Kadia Kamara, qui est venue sur le lieu et venue regarder, ensuite il est reparti. Et surtout, on interpelle aussi notre papa, le président de la République, l'homme au grand cœur de nous venir en aide, ainsi que tout le gouvernement. Qu'ils voient ça, qu'ils voient notre amertume, notre souffrance, qu'ils nous viennent en aide. Vraiment, les parents ont besoin de ça. Quand on vous dit de quitter votre maison que vous avez payée avec votre sueur, de libérer cette maison, mais où ces personnes vont partir? Quel autre bien? C'est la question qu'il faut se poser. J'ai été le seul d'abord à prendre mon téléphone, à faire des vidéos, à multiplier des vidéos sur ce ravin-là. Et pas mal des gens de Dana me suivent. Hein. Souvent, quand ils me voient, oui, tu ne fais que nous bombarder avec tes vies. Non, ce n'est pas ça le problème. Notre vie sont menacées. Vous êtes en train de jouer avec notre vie. Moi aussi, je ne peux pas jouer avec la vie des autres. C'est ça le problème. Donc, moi, franchement, j'aimerais dire, Anna, ce n'est pas des trucs, des bras de fer qu'ils pensent que c'est des personnes qui ont souffert pour avoir leur argent. Vraiment, aujourd'hui, ces personnes ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être assistés. Alors, moi, je pense que quand les gens vous voient faire vos vidéos et qu'ils vous parlent, ça veut dire qu'il y a un début de dialogue. Moi, je pense, M. Fofana, vous devez renforcer cela. Je veux dire que face à un danger comme celui dont nous parlons, là, aucune piste ne doit être négligée. Aucune piste, aucune technique d'approche ne doit être négligée. Et je veux dire qu'on mette de côté les émotions. Oui, non, tu m'as mal parlé. Non, tu es venu parler de moi frontalement. Non, 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 non. Il faut dire, ok, j'ai compris. Si je t'ai mal parlé, je te demande pardon. Mais allons à l'essentiel. Vous avez bien commencé, on allait prendre les maisons, on est revenu, mais le danger est toujours là. Il faut absolument qu'on trouve la solution. Vous comprenez? Il faut absolument que ce dialogue-là, la Côte d'Ivoire a été toujours un pays de dialogue. Et c'est avec ce dialogue-là qu'on va triompher. Continuez de taper à la porte de Anna. Ils ne peuvent pas avoir pris conscience du danger qui vous guette, vous amener dans des endroits en attendant que des solutions soient trouvées. Il a dû avoir peut-être d'autres problèmes que je ne maîtrise pas. Mais je veux que le dialogue continue. Que ça continue et que des solutions soient trouvées. C'est important, c'est impératif, c'est capital. Maman, je voulais t'écouter. Bon, c'est ce que vous avez dit, c'est une réalité. Parce qu'ils nous ont mis en confiance. C'est pour cela qu'on n'a pas poursuivi. On a vu la conscience dans ça. Le jour même qu'on a quitté la Sikoji, c'est ce jour-là que Madame le maire est venue ici. Donc on a senti une confiance que ça allait se poursuivre. On nous avait dit que c'est juin, c'est la saison des pluies. On a compris. La pluie est finie, on n'a rien vu. Bon, chaque fois on nous dit qu'en septembre, en octobre, c'est dans ça qu'on attend. Alors, vous êtes dans cette attente-là. Je souhaite vivement qu'elle ne soit pas trop longue.
je souhaite vivement que, par le biais de cette émission-là, que chacun apporte sa modeste contribution. Vous savez, ce pays-là, c'est notre pays. Nous avons une dénomination commune, c'est nous sommes les enfants de la même patrie, nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Un enfant ivoirien né dans ce pays ne peut pas être un assistant face à une épreuve aussi difficile que vous vivez. Nous venons faire notre part. Nous voulons montrer au monde entier, voici ce qui se passe à Bobo. Et que chacun apporte son grain de sel pour que ici, là, ne soit qu'un mauvais souvenir, à vite oublier. Moi, je voudrais vous rappeler, maman, pour que vous me disiez, ah, mon fils, la dernière fois quand vous êtes passé là, on a trouvé des solutions. Il y a eu problème, mais des solutions ont été trouvées. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Nous avançons doucement vers la fin de cette émission. Quelles sont les dispositions particulières que vous prenez? Parce que je veux dire que l'émission là va passer d'ici la fin de l'année, mais elle ne va pas résoudre les problèmes auxquels vous faites face. Maintenant, vous-même dans votre organisation, vu que le trou est là, on va rentrer dans ces périodes de fête. Des dispositions sécuritaires sont prises dans tout le pays. Mais à votre niveau ici, là, par rapport aux enfants, qu'est-ce qui est prévu? Parce que pour l'instant, il n'y a que vous seul. En attendant que votre message tombe dans les oreilles de personnes soucieuses du mal auquel vous faites face. Nous voulons vraiment continuer à surveiller parce que nous sommes seuls à surveiller. Nous qui sommes surtout au bord du ravin. Nous sortons, nous interpellons les gens. Et puis même, à cause de ça, nos enfants ne peuvent pas venir. On dit à nos enfants de ne pas venir. Parce que s'ils viennent, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein? On ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est ça, on continue toujours à surveiller, comme on le peut. Alors, tout à l'heure, là, quand on a parlé, j'ai oublié quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a planté le décor. On a crevé l'abcès. On dit, voici la situation. Voilà le danger qui vous guette. Mais quand vous avez échangé avec ces différentes personnes qui sont venues là, dans les pistes de solutions, ils vous ont parlé de quoi? Ils vont faire quoi exactement? Ils vont faire une clôture? Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit quoi exactement? Moi, c'est Mme Blé Henri Rachel. Ils ont dit juste qu'ils vont venir parce que ça ne les arrange pas, comme ça ne nous arrange pas d'après l'ADA, qu'ils vont venir pour arranger le ravin. C'est-à-dire faire de telle sorte que l'eau passe librement pour ne pas gêner notre maison. C'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils vont revenir pour faire. Et depuis, on attend, ils ne reviennent pas. Nous, vous avez dit de sortir, que c'est le ministre qui nous dit de sortir de la maison. On est sortis. Et depuis, ça met du temps. C'est-à-dire, en temps normal, pour nous, là, ça devait être premier à faire, puisqu'il y a non seulement nos biens. Moi, je ne travaille pas, ça fait 4 ans. Donc, c'est tout ce que j'ai. Quand mes parents quittent au village, c'est là ils viennent. Maintenant, là, nous dit de sortir. On est sortis depuis, on n'a pas fêté, parce que là, on s'assoit où pour fêter? On n'a pas fêté, on n'a rien fait, on est là. Parce que moi-même, je n'ai même pas la joie de fêter. En attendant que les autorités ne reviennent vers vous, vous-même, là, vous préconisez quoi? Parce que tout à l'heure, on a échangé en off. Vous m'avez parlé de clôture, de ceci. Monsieur Fofana. Je veux dire, on dit, aide-toi pour que le ciel t'aide. Non, nous allons demander à la CICODI de nous mettre des garde-fous en attendant qu'ils viennent traiter le tout. Parce que le danger est là. Le danger, c'est là. Parce que s'il n'y a pas de garde-fou, quelqu'un peut tomber. Oh, ils n'en ont pas mis. Vous mettez quoi dans garde-fou? Vous attendez quoi par garde? Bon, quelque chose pour empêcher quelqu'un. Voilà. Pendant ce temps, on va exiger, on va refaire le comité pour faire pression. Mais et si vous avez un comité, non, vous avez les mutuelles, il y a un syndic. Mais le syndic a entrepris quoi? On était partis ensemble à la Sikochi. Ils ont dit après les fêtes. Ils ont dit après les fêtes. Donc on attend après les fêtes. Ça, c'est la dernière discussion que vous avez eue avec le syndic. Et ils ont dit après les fêtes. Donc on attend, on ne va pas faire un procès donc, à la société dès l'instant où elle vous a dit qu'après de nombreuses discussions, et vu ce qui a été fait au départ, donc vous attendez après les fêtes pour voir. Mais en attendant, c'est les chanteurs du groupe qui disent ça, on fait quoi? Le syndic doit penser à d'autres alternatives. Vous avez dit qu'il fallait mettre des garde-fous. Vous mettez quoi dans ce garde-fou? Et comme vous êtes les premiers concernés, le syndicat va faire quoi? Je vous ai entendu en offre parler. Vous préconisez quoi, monsieur? Oui, bon, pour moi, une clôture ne peut pas résoudre ce souci-là. Voilà, il faut un
un gros travail d'ingénierie même. Voilà, parce que là, si on place ne serait-ce qu'une clôture, une seule pluie peut faire tomber cette clôture. Du coup, on n'a rien fait. Voilà. Il faut juste un travail de fond. Il faut que ce trou-là soit fermé carrément. Et là, ça demande de gros moyens. Voilà. Et les gens de cette cité sont en majorité des retraités qui n'ont pas suffisamment de moyens, voilà, pour pouvoir gérer ce souci-là. Donc nous avons besoin vraiment de l'aide des autorités. Voilà. Des gens de bonne volonté, des ingénieurs, pourquoi pas, qui peuvent vraiment nous aider à régler ce souci. Sinon, une clôture, vraiment, des barbelés, ça peut pas résoudre ce problème. Ça ne fera que juste que déplacer le problème, en fait. Ça ne va pas le résoudre. Moi, je pense que l'État, quand même, a des spécialistes dans ce genre de travaux-là. Donc, les spécialistes peuvent venir voir ce qu'il faut exactement comme solution, ce qu'il faut exactement comme problème, comme résolution pour résoudre ce problème-là. Nous, on ne peut pas dire de faire une clôture. Nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Il y a des spécialistes. Eux, quand ils viennent étudier là, ils savent ce qu'il faut exactement pour parer à ces difficultés-là. Donc, l'État envoie ses spécialistes. Monsieur Fofana, merci infiniment d'avoir accepté d'échanger avec nous sur le sujet d'une importance capitale. Je voudrais dire merci donc à toute l'assistance. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous venez de vous rendre compte que dans cette population, il n'y a aucun expert. La seule chose que ces populations maîtrisent là, c'est le danger qui les guette. Ce danger qui fait partie désormais de leur quotidien. Ce danger qui fait que leur sommeil est troublé. Elles sont venues sans masque. Elles ont parlé sans filtre pour vous dire que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a eu donc cette émission, il y a problème. Et nous avons choisi à juste titre donc cette thématique. Il faut absolument qu'une solution soit trouvée. L'État s'engage dans beaucoup de travaux, l'État est soucieux du bien-être de ses populations. Mais ce qui se passe à Bobo doit être pris en priorité. Parce que d'à Bobo, quelques peu de solutions peuvent être trouvées dans d'autres communes de la Côte d'Ivoire. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir.